Alain Weinstein, bonsoir. Du jour, sans lendemain. Plutarque, comment écouter ? Que diriez-vous d'un homme qui, allant chercher du feu chez son voisin et trouvant la flamme si limpide, y resterait à se chauffer et ne songerait plus à retourner chez lui ? C'est un classique. La roue de la fortune accélère avant de prendre tout son temps pour s'arrêter soudain par surprise. Je l'ai vécu ces dernières années. Mais cette fois, je viens d'entendre l'ultime cliquetis. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'on se ressaisirait dans les hautes sphères, qu'on comprendrait que l'erreur stratégique, dans ce cas particulier, se doublait d'une faute. En vain. Un mail envoyé à 7h45 ce matin, à l'heure de la confiture, en l'occurrence de la déconfiture, rompt tout espoir de dialogue. À partir de la rentrée, dès le 1er septembre, me dit-on, la grille de production des magazines frais de la chaîne s'arrêtera à minuit. La production quotidienne de Du jour au lendemain s'arrêtera donc le 4 juillet. Ce soir, les 12 coups de minuit sonnent conséquemment l'heure la plus sombre que j'ai connue dans un studio de radio depuis que j'y suis entré, contre toute attente, au micro de Nuit magnétique, c'était en 1978. Kafka m'a rattrapé, si vous voulez. Je suis un peu dans la situation de quelqu'un qui ignore la faute qu'il a commise et se trouve pris tout d'un coup dans l'engrenage de la chute. Quand on est invité dans le monde, écrit Kafka, il est clair qu'on franchit tout bonnement le seuil, qu'on monte l'escalier, et presque sans s'en apercevoir, tant on est plongé dans ses pensées. C'est seulement ainsi qu'on agit comme il faut à son propre égard et à l'égard du monde. C'est dans le journal, le 19 février 1911. Le problème, c'est qu'un jour, il faut redescendre. Car le monde, enfin le monde de la radio, ne fait pas de cadeaux. Il crie que l'heure tardive a assez duré en temps de détresse économique. C'est ce que dit sans le dire le mail de 7h45. Maintenant, il est temps pour moi de descendre les marches, ce qui est encore beaucoup plus difficile que de les monter, et de franchir le seuil dans l'autre sens, trop abasourdi cette fois, pour être plongé dans mes pensées. En un mot commençant, je vais devoir renoncer à ce qui a tant compté pour moi, notre rendez-vous de minuit, que j'ai fini par l'identifier à ma vie. Je vais devoir arrêter, baisser le rideau, m'engouffrer dans la cage de scène au projecteur éteint, un à un. Je ne suis pas en train de plaider ma cause, inutile de le préciser. Elle est entendue, je pense, ma cause, par la plupart d'entre vous, qui m'écoutez parfois depuis si longtemps, certains depuis le début. Je m'exerce plutôt
en m'adressant à vous comme je suis en train de le faire, à envisager les choses sur le mode du plus jamais. Plus jamais du jour au lendemain. Voilà ce que je dois vous dire ce soir, avec la bonne dose de pathos qu'appelle pareil à Dieu. J'ai pourtant l'impression très forte de ne jamais avoir pris cette décision qu'on m'attribue aujourd'hui. Il y a des aveux qu'on arrache, c'est bien connu, et sur lesquels on revient quand on a retrouvé ses esprits. Arrêter du jour au lendemain. Ce serait me lancer dans le vide, partir sans désir pour un voyage auquel je ne me serais pas préparé, comme si au dernier moment, je n'avais pas eu d'autre choix. Cette décision que je n'ai jamais prise, j'avoue que j'y ai pensé 1000 fois, sans franchir le pas, telle la victime d'une addiction. Je finissais toujours par me convaincre que ce n'était pas le moment et qu'il fallait laisser du temps au désir, ne pas aller à l'encontre de tout ce qui peut donner une chance au partage, sans lequel la vie perdrait ses couleurs. Continuer, donc. C'était chaque fois le mot de la fin. Pas pour cultiver mon bon plaisir, mais pour la rare satisfaction de vivre des moments d'intensité qui me donnaient le sentiment d'être arrivé à un but qui me dépassait largement. Ce sentiment aura survécu 29 ans. Une année de plus, messieurs les bourreaux. Il faut croire qu'à la radio, on n'aime pas les controns. C'est comme chez le boulanger. S'il vous manque 1 centime, vous ne partez pas avec le pain. Nous ne soufflerons donc pas les 30 bougies du jour au lendemain. Ça aurait sans doute compromis l'équilibre économique de la chaîne. Alors on a préféré que je prenne de longues vacances. Longues comme un jour sans pain. On a préféré que j'investisse dans les loisirs, dans la grille d'été 2015. Du coup, ce soir, c'est notre dernier rendez-vous de minuit. Certes, la précarité est notre condition. À la radio, nous sommes des intermittents dont le contrat doit être renouvelé chaque année. Il suffit d'un responsable à l'ouïe plus fine que les autres et vos arguments tombent dans l'oreille d'un sourd. Le contrat ne sera pas signé. Vous n'aurez plus accès au studio pour y recevoir vos invités. Votre chronomètre n'indiquera plus ni minutes ni secondes. Votre voix ne grésillera plus dans le casque. Vous serez la victime de colonies de fourmis promptes à vous étouffer pour se nourrir en pénétrant par milliers dans votre gorge. Juste retour des choses pour quelqu'un qui a toujours été du côté du silence. Silence, avec le temps, est devenu un mot-clé du jour au lendemain. Un signe de distinction. Une ouverture vers un monde radiophonique aux allures de solitude. L'art d'écouter, selon Plutarque, est fait d'une extrême solitude. Il s'ensuivait que du jour au lendemain vivait à un autre rythme, je crois, que la plupart des émissions de radio. Le frein permettait d'avancer plus loin que l'accélérateur. Je rejoignais Claude Régis dans l'usage du ralenti. Je n'étais pas contre le blanchiment ou l'étirement des paroles jusqu'à ce qu'elles montrent ce qu'elles ont dans le cœur. C'est le but que j'ai poursuivi dans le quotidien de scènes vécues apparemment à l'identique, alors qu'aucune d'entre elles ne ressemblait à la précédente. Des scènes qui se sont répétées quelque chose comme 6800 fois. 6800 fois, je me suis trouvé face le plus souvent à un ou une inconnue que je laissais parler pour repérer les mots ou les thèmes sur lesquels je pourrais m'appuyer pour détourner le cours de sa parole, en tirer une arborescence
jusqu'à ce que s'impose une issue. À partir de ces mots, j'explorais à vif des interprétations, des pistes possibles, jusqu'à ce que je m'arrête à l'une d'elles, capable peut-être d'éclaircir le mystère d'un livre qui se dérobait tout autant au lecteur qu'à l'auteur, souvent surpris de découvrir en parlant ce qu'il ignorait qu'il avait voulu dire. Parfois aussi, je perdais pied. Rien à quoi se raccrocher. Une surface uniformément lisse. Un auteur bien résolu à ne pas quitter le terrain promotionnel. Une émission perdue dès les premières secondes. L'obligation pourtant d'aller jusqu'au bout, et ce chronomètre qui tourne de plus en plus lentement. Se mettre en danger est l'une des règles du jeu. Celle sans doute grâce à laquelle on l'aime jusqu'à l'addiction. Certains envoient leurs collaborateurs en reconnaissance. Comment parle-t-il ? A-t-elle des difficultés d'élocution ? Quel sera leur comportement au micro ? J'ai choisi de le découvrir quand il n'est plus temps de faire machine arrière, quitte à ce que l'entretien envisagé reste un rêve. À moi, au fond, d'affronter l'obstacle. Comme si chaque émission pouvait être la dernière. Du jour au lendemain aura vécu 29 ans. 29 ans avant que l'épée de Damoclès n'atteigne sa cible, ne tranche les ondes vibratoires qui nous reliaient, vous et moi. Influence du décor, probablement. La maison de la radio subit en ce moment une cure de rajeunissement et d'embellissement. Elle est un vaste chantier tournant. Les services déménagent les uns après les autres pour laisser la place aux démolisseurs, puis aux rénovateurs. Des secteurs entiers se vident, ne laissant subsister que du mobilier à mettre au rebut, du matériel électronique, des fils électriques, des cloisons détachées. Il règne, en particulier autour du 133, notre studio, une atmosphère de fin du monde, qui donne à ceux qui errent encore dans les couloirs une apparence de survivants. C'est dans ce décor de ruines que nous avons vécu cette dernière année. Il ne valait pas le détour, notre studio. Une ruine vraiment de haute époque. Murs recouverts d'une toile tachée et passée, fauteuil dépareillé, délabrement général. Une antre plutôt sombre à l'atmosphère confinée. Impossible d'ouvrir la fenêtre à cause du bruit des travaux. Un confort doublé d'une vétusté technologique. Il y a toujours ou à peu près quelque chose qui ne marche pas. Bref, je vous assure, nous n'avons pas joué tous les soirs sur un Steinway. Mais nous avons fait entendre notre partition, quoi qu'il arrive. De notre mieux. Et si vous aimez, je l'ai aimé, ce studio. Dernier précaré d'un monde promis à l'engloutissement, alors qu'à présent, pour reprendre l'expression de Courbet, je dois me ranger parmi la classe des hommes qui sont morts. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, même si je n'ai pas vu le coup partir. Quand on est pris dans l'urgence d'une quotidienne, on enchaîne les années sans les voir passer, comme si tout avait commencé hier. Hier, c'était en 1985. Je vous l'ai raconté lorsque nous avons fêté les 20 ans de Du jour au lendemain. J'étais gelé de peur. Avec ses doigts, le réalisateur m'indiquait le temps restant. Je n'avais pas encore découvert le chronomètre,
et j'étais trop tendu pour faire le décompte sur l'horloge murale à partir de l'heure du début. Tout était écrit, chacune des questions, et jusqu'à mon nom. Je ne me serais souvenu de rien si tout n'était pas écrit noir sur blanc devant mes yeux. Depuis, dès que le rouge s'allume, je suis aspiré par un trou noir. Si je n'ai pas la gorge serrée, je n'entends pas. Pour s'en sortir, il ne faut surtout pas se retourner, et d'abord sur soi. Être celui qu'on s'efforce de paraître. Aller de l'avant, comme si on n'existait pas en dehors de ce personnage d'intervieweur, créé d'émission en émission. Celui qui est soi sans être soi. L'autre de soi, dont la voix de fiction est renvoyée dans le casque. Je ne saurais le dire autrement. Le casque m'a sauvé. Il a privé ma voix de sa nudité et a reçu les coups à sa place. Plus de pudeur à avoir, de volonté éperdue de retrait, puisque je n'étais pas en première ligne. Mon personnage s'en chargeait. Le rouge s'allume. Je me jette à l'eau. En pleine lumière. Le sang bat dans mes tempes. Mon invité et moi partageons la même peur de l'inconnu. Peut-être la même impatience de prendre tous les risques. Ce sont ces moments d'inquiétude perceptibles qui ont fait l'émission. Bien plus que les belles paroles, les bavardages d'esthètes, les racontards savants ou seulement habiles. Oui, ces moments d'inquiétude, quand l'auditeur sent que l'imprévisible a toutes les chances d'être au rendez-vous. L'un de ces moments de radio, comme nous disons, qui font oublier tous les autres, ceux qui donnent envie de renoncer. D'une émission à l'autre, l'intervieweur passe ainsi de l'enthousiasme à la dévastation. L'enthousiasme, c'est quand votre interlocuteur s'abandonne à une part secrète qu'il découvre en même temps que nous. La dévastation, c'est quand la honte a supplanté la grâce et que, quoi que vous disiez, vous ne faites qu'embrasser le vide. L'intervieweur découvre ce soir que la faim, c'est comme une morsure. Et que cette morsure peut lui inoculer la maladie de la mort. En la matière, les principes de précaution ne s'appliquent pas. Rien ne peut l'en prémunir. Rien n'est assez fort pour lui être opposé et la faire plier. Pour l'instant, il parle. Entre vous et moi, je sens encore les vibrations, même si ma parole se laisse aiguillonner par la morsure de la faim. Mon récit est fait tout simplement de mon désarroi. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude des dernières fois. Pour du jour au lendemain, cette émission est ma première dernière fois. Mais pourquoi alors s'arrêter en si bon chemin ? Bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Après tout, il y a des insectes dont l'existence est éphémère, une demi-journée quand tout va bien. Alors de quoi se plaint-on ? Je me plains de ne pas pouvoir faire coexister en moi tous les âges que j'ai vécus. Je me plains aussi de me voir opposer un argument économique, la nécessité de fermer l'antenne à minuit, comme si du jour au lendemain était une super production hollywoodienne, dont la pertinence me paraît pour le moins sujette à caution. Évidemment que la chute est douloureuse. La grande chute, dirait Peter Handke. Comme pour une chute de cheval, il faudrait pour bien faire remonter tout de suite. Le problème est que je n'ai plus de cheval. Vite mon royaume pour un cheval. Mais j'étais roi toute une matinée, et aujourd'hui je n'ai plus de royaume, j'ai fait long feu. Ça m'apprendra
à ne jamais croire aux belles fins. La seule pensée de la fin m'a d'ailleurs toujours mis le moral à zéro. Sans doute l'avant-goût de la mort qui me terrorise depuis que j'ai découvert les 4 lettres de son nom. Enfant, je me faisais peur en la préfigurant. Ou je m'imaginais en pleine guerre, les balles sifflant autour de moi, certain d'y laisser la peau. J'ai toujours rêvé d'indestructibilité. Faire de mon corps un bouclier contre le passage du temps. De la même façon que je n'ai jamais supporté les dégradations, les altérations, tous les signes d'un déclin annoncé, tout ce qui menace ruine. La fin de quoi que ce soit, c'est la machine à tuer qui s'emballe. Tout s'arrête, tout se tait, plus qu'à se replier sur soi-même. Le personnage de l'intervieweur a son compte. Vous revoilà vous-même, sans demeurer aux yeux des autres celui que vous avez été. Les liens sont encore forts, pourtant. Ils ont la vie dure. Mais vous, les jours qu'il vous reste à vivre ne suffiront certainement pas pour défaire vos attachements. Ailes brisées. Je me souviens qu'on nommait ainsi, du temps de ma jeunesse, des billets de loterie vendus par des handicapés. L'association qui porte ce nom existe encore pour venir en aide aux aviateurs blessés en service aérien. Je rentre exactement dans ce cas de figure. Je suis touché en plein vol, moi qui prenais l'air à contre-courant, contre un vent cinglant, contre un goût du jour qui menace ce que vous et moi nous appelons encore la littérature. Vous écoutez ce que les éditeurs et les libraires disent des difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, cette littérature ? Vous jetez un œil sur les listes des meilleures ventes et ça vous paraît aller dans le bon sens ? Ils n'ont plus besoin d'être défendus, ces livres un peu inventifs, au tirage modeste, ces livres qui ne font pas de bruit, sauf dans la vie intérieure des lecteurs. Une émission en plus, une émission en moins, de toute façon, ça ne change rien. Avec Du jour au lendemain, j'aurais passé 29 années à confondre l'écran lumineux du poste de radio avec la servante du théâtre, pour servir justement, contre vents et marées, cette littérature de nécessité, d'urgence, de sauvegarde. Et non sans me demander, au fil des années de plus en plus sombres, combien de temps j'allais pouvoir tenir sans repousser la littérature comme la poussière sous le tapis. D'année en année, c'était déjà un signe. Le format des entretiens s'est amenuisé. Au début, c'était 1 heure. Puis nous sommes passés à 50 minutes. Régulièrement, nous avons perdu 5 minutes, passant à 45, à 40 et enfin à 35. Je me disais qu'à ce rythme, je ne tarderais pas à devoir me contenter de 5 minutes. Je ne me doutais pas que je passerais directement de 35 minutes à 0. Du reste, un jeune collègue m'avait prévenu, jamais plus de 7 minutes de parole. À ce terme, il fallait mettre des jingles, des musiques, des plans de coupe pour que l'auditeur ne prenne pas ses jambes à son cou. Et pourquoi pas ne plus émettre aucun son audible, à la façon d'un astre mort. J'ai voulu au contraire défendre une parole qui sonne juste, libre de ses errances et de ses repentirs. Court-circuiter les mots pour leur arracher de l'intensité. Faire avec des questions ce que font les collectionneurs ou les commissaires d'exposition lorsqu'il s'agit d'accrocher chacune des pièces au bon endroit, les unes par rapport aux autres, avec un art de la juxtaposition et de l'assemblage. Il y a toujours, bien sûr, je ne l'ai pas oublié, une pièce manquante. Celle qui fait que le puzzle ne sera jamais bouclé. Ce trou, ce vide, ce défaut, ce manque, cette absence, j'en ai fait mon terrain d'aventure favori. D'une façon ou d'une autre, j'ai sans cesse tourné autour. Interviewé, il me semble que c'est un peu ça. Tourner autour de la pièce manquante. Parfois en pure perte, d'autres fois en dérivant vers des zones inconnues où l'on ne pensait pas mettre les pieds.
à milieu souvent de ce que la lecture laissait entrevoir. Ce n'est jamais gagné. L'outil essentiel, pour espérer y parvenir, c'est la confiance. Pour beaucoup d'auteurs, je l'ai observé, l'intervieweur n'est pas a priori une personne de confiance. Il reste sur leur garde, propice à des réflexes d'agressivité. Il répugne au fond à se séparer de leurs biens pour les confier à un inconnu, ne serait-ce que le temps d'une émission. Il parle, mais bouche cousue, sans rien dire. Tout mon travail va consister, par mes questions, ma présence, à essayer de gagner leur confiance. Il suffit, avec un peu de chance, d'une étincelle, d'un mot qui débouche par hasard, et les masques tombent. Plus question de cacher son jeu. Ma stratégie ressemble à celle du joueur d'échecs. Obtenir des positions pas forcément favorables, mais où je peux manœuvrer, tourner autour de mon interlocuteur et le masser, comme on dit dans ce monde-là, jusqu'à ce qu'une faille minuscule s'ouvre dans l'espace des 64 cases. Et dans l'interstice ainsi ouvert, insérer un coin, puis cogner sans relâche, si je m'autorise le mot, avec la violence toute feutrée qui caractérise la partie d'échec. Vous m'avez souvent parlé, vous vous en souvenez, de cette sorte de violence feutrée pour définir la tonalité de mes émissions. Les si nombreux livres que j'ai eus dans les mains au cours de toutes ces années m'ont convaincu qu'il ne pouvait y avoir ni méthode, ni point d'appui à partir desquels se définirait un absolu de la littérature qu'il suffirait de rejoindre d'un livre à l'autre. Nous n'avons pas plus la clé que le code. Il n'y a pas de foyer, de fondation, le fondement est sans fond. Pas d'axe autour duquel tournerait la littérature, comme un manège où, armé d'un bâton, l'enfant vise et attrape les anneaux qui lui assureront la gratuité du tour suivant. Derrida parlait de la dissémination de ces gonds. La littérature est une diversité radicale. Elle invite toujours à aller au-delà, à passer toutes les frontières ou à s'en passer. En parler à la radio, c'est du dedans l'installer dans le vertige du dehors. La laisser s'échapper, en tout cas, de la forme relativement close de l'entretien, tel qu'on le pratique généralement. Je demande à l'entretien d'interpeller l'auditeur, mais sans véritablement lui fournir des réponses toutes prêtes. J'essaye tout au plus, et ce n'est pas si mal, de lui proposer des passages. Devrait-il s'y égarer comme je m'y perds moi-même? L'interview m'a appris à me perdre sans en faire un drame. Plutôt déboucher sur l'imprévisible que d'atteindre un but prédéterminé forcément miné. Le dérèglement me va comme un gant lorsqu'il s'agit de se dérouter, de s'écarter, d'errer, de se fourvoyer, de se perdre. L'auditeur doit être comme le lecteur qui entre dans une librairie sans savoir ce qu'il veut, et pas même s'il veut quelque chose. Il flâne et découvre des livres dont il ignorait l'existence. Par hasard, il va trouver ce qu'il ne cherchait pas. La vie va plus vite qu'on n'imagine. Partir, c'est vraiment sauter d'un train en marche. Quelques minutes encore. J'avais un monde où tout semblait à sa place. Les mots et les choses. Le monde était bien en place et j'avais ma place dans le monde. Soudain, le vacillement, la lézarde, le vertige. Ce n'est pas la fin du monde, mais ça y ressemble tout de même un peu. C'est le monde de la fin. Peut-être la grande chute qui nous poursuit décidément ce soir. Elle était écrite depuis le début, je n'ignore pas,
mais il est probable que l'encre ne séchera pas du jour au lendemain. On me propose bien de faire des émissions dans la grille d'été, une manière de pourboire, en somme, une petite libéralité qu'on me donne en signe de consolation, plutôt sans doute qu'en témoignage de satisfaction. Je ne sais pas. Je me suis toujours comporté comme si je disposais d'un fonds inépuisable. Aujourd'hui, c'est la misère. Voilà où 29 années du jour au lendemain m'ont mené. Plus de respiration, de souffle à capter dans le silence. La nuit s'installe pour de bon. Ne me demandez pas de quoi demain sera fait. Demain, c'est aujourd'hui sans demain. Le saut périlleux. J'essaierai de rouler sur moi-même pour atténuer l'impact. Une fois franchi la porte B de la maison de la radio, je traverserai le pont, puis je me mettrai sans doute à l'affût d'échappées prometteuses. Qui sait ? Il faut une grande force d'arrachement pour sortir des mains de la passion. Je sors. Personne à cette heure tardive. Très peu de lumière. Je traverse le pont, jette mon chronomètre dans la Seine. Il donnera le temps qui reste aux poissons. Du côté de Beaugrenelle, les dernières fenêtres s'éteignent une à une. Je fais semblant de croire que ce sont des gens qui s'endorment après avoir écouté ma dernière émission. Il est temps de retrouver le silence. Ciel dégagé, constellé d'étoiles. Ce fut une belle journée tout de même. Du jour au lendemain, entre dans le passé. Un jour sans lendemain, Romain Lenoir, Clotilde Pivin, Bernard Treton, Anne Franchini, Didier Pinault, François Poirier, Alain Winston. Bonsoir.